Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire qui démarre un triptyque que nous avons, qui s'appuie sur un partenariat que nous lançons avec Mougli Coaching, avec Paola Selamaïta qui va se présenter tout de suite puisque ça va vous permettre de situer son expertise sur cette intervention concernant les apprentissages. Paola, je vous laisse la parole. Merci, Nadia. Donc moi, je suis neuropsychologue, psychologue, coach neuroémotionnel et j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle Mougli Coaching, qui est basé sur le cerveau et des techniques aujourd'hui de la plasticité cérébrale pour améliorer et développer son potentiel. Alors, ce webinaire, en fait, s'inscrit dans un triptyque, comme j'ai annoncé au début, sur vraiment l'approfondissement de la compréhension des processus d'apprentissage, puisque au niveau du groupe IGS, ce qui nous tient à cœur, alors, ce que vous allez me voir parfois tourner à gauche parce que j'ai la régie pour le PowerPoint et parfois regarder mon portable parce qu'on m'enverra les questions sur le. Mais on va vous montrer. Voilà, on est avec vous, quoi qu'il en soit. Donc le groupe IGS, en quelques chiffres, c'est aussi 3 valeurs clés, l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme, que nous essayons d'incarner et de faire, d'infuser dans l'ensemble de nos programmes de formation. Ces chiffres sont là pour vous redonner de l'envergure pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Le pôle formation continue au sein de ce groupe qui regroupe à la fois de l'apprentissage, de la formation initiale à travers nos écoles sur 8 filières de formation. Nous nous sommes appuyés sur 3 filières et 3 expertises en particulier en termes de formation continue, à la fois en développant des programmes en ressources humaines, en management d'entreprise et en relations clients et marketing, pour pouvoir répondre en s'appuyant sur nos certifications et pouvoir répondre aux besoins du marché en termes de compétences d'aujourd'hui et de demain. Voilà du coup le programme que nous vous avons annoncé concernant ce webinaire. L'idée, c'est de vous donner à la fois une vision et des applications très pratiques sur la façon dont fonctionne notre cerveau et quelles peuvent être ces applications, on va dire, en relation client et en formation de manière plus générale, puisque c'est vraiment notre sujet, nous, de nous appuyer sur des experts comme vous pour pouvoir optimiser et rendre votre expérience formative la meilleure possible et la plus profitable. Alors, le webinaire va durer une petite heure. Toutes vos questions, vous pouvez les poser dans le chat, il sera relayé par Morgane qui est en régie elle aussi. Alors elle n'est pas derrière l'écran que j'ai à ma gauche, mais elle est quelque part dans le monde virtuel, mais elle est présente. Donc je les introduirai au fur et à mesure des thématiques que nous allons aborder. Et nous les instillerons au fur et à mesure et on laissera un petit temps peut-être pour la fin s'il reste des questions en suspens. Le document qui est présenté là pendant toute la durée du webinaire vous sera envoyé à l'ensemble des participants inscrits au webinaire et il sera évidemment, comme d'habitude, disponible en replay dans les 48 heures ou en début de semaine prochaine. J'avoue ne plus avoir tout à fait des délais en tête, mais notre équipe marketing saura faire ça très bien.
Alors, je vais laisser la parole à Paola tout de suite sur la question de ce webinaire, comment fonctionne notre cerveau. C'est simple, le cerveau, alors on va répondre de manière très schématisée, hein, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails pour ne pas perdre à peu près tous les inscrits. Donc l'idée, c'est de se dire que le cerveau reçoit des informations à l'extérieur, les analyse pour donner une réponse appropriée. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que quand on imagine ça, quand on regarde cette simple définition, mais c'est aussi la définition de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est s'adapter à une situation nouvelle, parce que c'est notre cerveau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on pense cerveau, de manière très rapide, les gens pensent directement intelligence. Et quand on pense intelligence, moi je le sais qu'en ce moment j'ai une vague depuis plusieurs années même de patients qui arrivent dans le cabinet qui me disent bon alors j'ai besoin de faire un test parce que j'ai l'impression que je suis HPI. Alors déjà HPI, ils connaissent déjà bien le mot avant de rentrer dans mon cabinet, donc haut potentiel intellectuel. Et donc, ils ont tous cette question de est-ce que je suis surdouée, est-ce que je suis précoce, est-ce que je suis HPI. Enfin, donc, ils arrivent déjà avec ce besoin d'être rassurés. Et donc, l'idée, c'est de dire pourquoi vous pensez que vous êtes HPI. D'ailleurs, on n'a qu'à voir le succès de la série HPI, parce que tout le monde a eu envie de se reconnaître dedans, a eu envie de savoir s'il collait à cette idée du HPI. Enfin, voilà, ça a été un vrai succès, cette nouvelle série. Et donc, les gens ont envie de penser qu'ils sont HPI. La plupart du temps, quand je leur demande une explication, ils me disent c'est simple, c'est juste parce que j'ai l'impression que je ne réfléchis pas comme tout le monde, j'ai une particularité. Et donc, moi, la définition qu'on m'a fait des surdoués, c'est qu'ils ne collent pas aux autres, ils ne sont pas calqués sur les mêmes fonctionnements que tout le monde. Donc, ça veut dire que je suis HPI. Et en fait, potentiellement, au-delà d'être HPI, ça veut dire qu'ils sont juste humains. Et c'est ça la valeur justement que vous développez dans le groupe JS de l'humanisme, c'est juste placer l'humain avant toute chose. Et c'est ça l'humanisme, c'est que chacun est différent. Et c'est cette particularité aujourd'hui qu'on va essayer d'aller trouver chez chacun, des apprenants ou des salariés pour les RH, etc., pour la mettre au service des apprentissages et donner le maximum de soi pour développer son potentiel. Est-ce que la réalité de ces HPI, si on devait établir un pourcentage, c'est quoi? Alors, en fait, j'ai fait un petit schéma qui s'appelle une courbe de Gauss, qui est une courbe de normalité sur laquelle on peut voir, en fait, on va parler globalement d'un seul test universel qui s'appelle chez les adultes la VICE. Voilà, exactement. Et sur en fait la VICE, donc quand on pense à propos de l'intelligence, on va s'arrêter sur ce que les gens connaissent de l'intelligence, c'est-à-dire la fonction cognitive. Donc la VICE va mettre en avant 4 types d'échelles. Elle repose sur 4 types d'échelles. Donc la première, ça va être la compréhension verbale. C'est ce qu'on va globalement appeler l'intelligence cristallisée. C'est ce que les gens ont acquis. D'accord? Toutes les stimulations qu'on a acquis scolairement, familialement, l'environnement. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui s'appelle le raisonnement perceptif. C'est la manière dont on raisonne et perçoit. Donc, ça traite plutôt du QI, alors QI, quotient intellectuel inné. Donc, c'est plutôt quelque chose de potentiel. Et les deux autres catégories qui vont être la mémoire de travail, dont on parlera beaucoup plus après, justement, par rapport au cerveau, et la vitesse de traitement, c'est la vitesse à laquelle on traite une information. Ces 4 catégories-là, ces 4 échelles, vont se retrouver donc sur cette courbe dite de normalité. Et à peu près, la moyenne est calculée par rapport à votre année de naissance, mois de naissance et jour de naissance. Et donc, on dit que la moyenne d'une personne équivalente à vous est à 100. Et donc, elle se situe entre 90 et 110. Et puis après, en fonction, par exemple, entre 110 et 120, c'est moyen fort, plus de 120 à 130, c'est supérieur, et plus de 130, on dit très supérieur. Donc, les gens, quand ils arrivent dans le bureau pour faire un test, en général, ils me disent alors, est-ce que je suis très supérieure?
En fait, voilà, c'est ça l'intérêt. En fait, c'est 2,2 si on regarde. Exactement, c'est 2,2% de la population. Ça relativise Exactement, mais par rapport aux gens qui viennent se présenter dans mon bureau, j'ai l'impression que c'est 90% de la population. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui n'appartiennent, entre guillemets, pas à cette catégorie ne sont pas intelligents. Ça veut simplement dire que dans l'intelligence telle qu'elle est conçue de manière générale, générique, aujourd'hui, ils n'appartiennent pas à ce type de supériorité intellectuelle. Mais il y a plein d'autres types d'intelligence. Ah, donc c'est ça que vous allez que vous allez nous dire aujourd'hui, parce que la question qu'on se pose parfois, et ça, ce sont des limites que se fixent les candidats aux formations qu'on peut recevoir parfois, qui peuvent avoir ces interrogations. Est-ce que je suis assez intelligent pour reprendre des études? Est-ce que je suis à la hauteur pour reprendre une formation? Et il y a on sent une vraie crainte de ne pas y arriver parce qu'on serait limité. C'est un vrai obstacle. C'est très difficile. D'abord parce que la plupart des gens qui viennent dans mon cabinet en me disant est-ce que je suis HPI, c'est pour avoir confiance en eux. Donc effectivement, les gens qui se posent ce genre de questions, c'est parce qu'il y a aussi une difficulté au niveau de la confiance en soi. Donc c'est vrai que c'est important de se dire que potentiellement, on a tous une forme différente d'intelligence pour pouvoir avoir confiance en soi et se dire qu'effectivement, on peut reprendre des études, on peut en fait mettre son attention sur quelque chose de différent par rapport à l'intelligence dite connue de tous. Mais on peut avoir différents types. Il y a une multitude, entre guillemets, d'intelligence. Maintenant, on commence à parler d'intelligence multiple. Donc, on commence à ouvrir le champ des possibles sur d'autres capacités, puisque c'est toujours la même définition. Donc, c'est la capacité à s'adapter à une situation nouvelle. Et donc, la situation nouvelle, elle décline tellement en fonction du contexte dans lequel on est. Donc, effectivement, il y a des intelligences multiples. Et donc, on peut effectivement reprendre des formations parce que si on arrive à comprendre notre force, on peut la mettre au service d'une formation qui nous ressemblerait un peu plus. Donc, voilà le schéma des intelligences multiples. Oui, en préparant ce webinaire ensemble, je vous entendais évoquer les intelligences multiples et je voyais ce schéma et je me disais ah oui, c'est bien réducteur de les limiter au QI quand même. Alors, justement, là, c'est il faut être ouvert d'esprit. Voilà, parce que la plupart des gens, les psys vont dire non, mais il n'y a qu'un seul type d'intelligence. C'est celui qu'on mesure aujourd'hui par la PAES, donc particulièrement, et ça repose beaucoup sur le logicomath et sur le verbal. Sauf que c'est vrai que il y a pratiquement 40 ans, a été avancée cette idée d'intelligence multiple et petit à petit, on arrive à s'ouvrir à ça et c'est plutôt intelligent que de s'ouvrir à ça parce que finalement, ça donne aussi une place pour tout le monde, une chance à chacun aussi de pouvoir se sentir intelligent parce qu'aujourd'hui, c'est important, on est dans une société où l'intelligence est très valorisée. Et on commence depuis quelques temps à parler beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais en fait, il y a beaucoup d'autres intelligences qui ont été avancées depuis une trentaine, quarantaine d'années. Donc, au-delà de l'intelligence émotionnelle, dont on parle beaucoup d'ailleurs depuis les 2 dernières années avec la crise du Covid, la Covid même, donc on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais il y en a plein d'autres. Donc, vous avez par exemple, au-delà du logico-mathématique et du verbo-linguistique, donc qui sont quelque chose d'un peu plus classique, on va avoir de l'intelligence musicale, par exemple, qui va se baser sur le rythme de la musique. Donc, je vois par exemple de temps en temps des patients qui, lors d'un test, me montrent qu'ils sont en train d'apprendre et d'utiliser une information sur un rythme musical. Et donc, c'est très intéressant et ils mettent en avant ce type d'apprentissage, sauf qu'on leur a pas dit que c'était génial. On ne leur a pas donné confiance en eux là-dessus
Et bien souvent, on les regarde en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre. Voilà. Mais au contraire, ils peuvent aussi se reposer là-dessus. Et on va voir qu'il y a d'autres types d'intelligence sur lesquels on peut aussi se reposer. Donc, par exemple, il y a l'intelligence corporelle, qu'on appelle kinesthésique. Donc, ce sont des gens qui ont besoin d'utiliser leur corps, donc qui vont utiliser les mains, l'expression du corps. Donc, ça va être plutôt des sportifs, des gens qui vont faire du théâtre. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une forme d'intelligence qui a été développée. Et puis, il y a aussi, par exemple, l'intelligence, alors là, qui va être plutôt visio-spatiale. Donc, ça veut dire essayer de transformer ce qu'on voit en image mentale, ce qui est plutôt de l'ordre de la flexibilité mentale, ce qui est beaucoup touché, ou en tout cas très important quand on parle d'attention, de concentration et de mémorisation. Ensuite, par exemple, il y a deux types d'intelligence qui sont interpersonnelles et intrapersonnelles. Donc, interpersonnelle, c'est agir et réagir correctement avec les autres. Et intrapersonnelle, c'est le fait de se connaître soi-même et de se poser les bonnes questions. C'est une forme d'introspection. Et c'est aussi une forme d'intelligence. Et puis après, il y en a qui sont un peu plus ouvertes encore, hein, on va dire ça comme ça. Donc, ça va être une intelligence naturaliste, où c'est des gens qui ont un développement particulier et une approche particulière envers la nature, et un type d'intelligence qui va être existentielle, donc ça va être plutôt philosophique, la particularité de se poser des questions sur le monde et l'ouverture du monde. D'accord. Et du coup, sur l'ensemble de ces intelligences-là, moi, il y en a deux comme ça qui m'interpellent par rapport à nos apprenants, et notamment sur tous les métiers de la relation client. C'est l'intelligence interpersonnelle et aussi intrapersonnelle. Pour moi, elles sont corrélées. Oui. Voilà, du coup, ma question, c'est comment on peut mettre ces intelligences multiples finalement au service de la formation, en situation d'apprentissage, et puis sur le domaine de la relation client, comment on peut, d'un point de vue très pratique, le mettre en œuvre. Alors, d'abord, si les gens prennent conscience qu'ils peuvent être intelligents, entre guillemets intelligents, dans le sens où, en fait, ils peuvent être brillants, ils peuvent développer des nouvelles capacités qui les intéressent, et bien déjà, ils vont avoir plus confiance en eux. Pour aborder une formation, il faut quand même avoir assez confiance en soi, qu'elle soit initiale ou une reprise d'études. Enfin voilà, les gens ont besoin d'avoir confiance en soi. C'est aussi ça le moteur de l'apprentissage. Donc, l'idée, c'est, en tant que RH, en tant que formateur, en tant qu'organisme de formation, de leur montrer que tout ce qu'ils ont comme capacité peut être révélateur de talent et donc peut être mis au service de la formation qu'ils vont suivre ou qu'ils ont envie de suivre. Et qu'en fait, ils vont faire aussi, ils ne vont pas seulement être passifs dans une formation, mais ils vont être aussi actifs, et ce qu'ils ont, c'est peut-être quelque chose que les autres ont à aussi gagner. C'est-à-dire que si j'ai la capacité de mettre en avant mon intelligence interpersonnelle et que d'autres autour de moi ne l'ont pas, ils auront peut-être aussi quelque chose à gagner à être dans la même formation que moi. Et donc de dire aux gens, vous avez quelque chose vous aussi à apprendre à vos pairs, les AIRS, et ben ça peut être intéressant, et donc ça peut redonner confiance en soi et leur permettre finalement d'entreprendre une formation avec beaucoup plus de peps et de motivation. D'accord, donc si je résume ce que vous venez de dire, finalement, ce qui va développer la confiance en soi, c'est d'être reconnu dans sa forme d'intelligence. Exactement. Le fait de reconnaître déjà sa valeur de renforcer la confiance. Exactement. Super. Alors, vous allez nous en dire plus, sinon on veut plein de clés. Hein. C'est un peu regorge d'astuces sur lesquelles on peut se reposer. Et vous allez voir que en fait, on peut s'en servir comme ça pourrait être notre meilleur allié. Alors, je vois qu'il y a des petites questions. J'allais passer à une autre séquence, mais je vois qu'il y a une question qui arrive. Est-ce que on peut être toutes les intelligences à la fois?
On peut avoir beaucoup d'intelligence à la fois. On peut en avoir une comme 5. En fait, là, je vous ai donné un panel de types d'intelligence qui ont été un peu mis en avant. On peut se dire que quelqu'un pourrait essayer de toucher à tout. Vous pourrez avoir des propensions ou des intérêts dans chacune de ces intelligences. Pourquoi pas? Rien n'est exclu. Il y a des gens, quand on fait des tests de QI, donc la base dont on parlait tout à l'heure, on en parlait, des gens qui en fait vont avoir un très bon résultat dans une des échelles qu'on a évoquées tout à l'heure, et pas dans d'autres. Et c'est ce qui nous fait dire que en fait, on peut avoir tout, on peut n'avoir qu'un seul truc, une seule échelle, mais l'idée c'est de se dire, ok, c'est pas parce que je suis moins bon dans un autre type d'intelligence que je ne suis pas intelligent. Or, aujourd'hui, de manière générale, si on ne voit pas un profil homogène, c'est-à-dire les 4 échelles dont on a parlé tout à l'heure, il faut qu'elles soient regroupées dans une même catégorie sur cette fameuse échelle de Gauss, et ben quand on a ça, quand c'est trop hétérogène, on dit que en fait, on ne peut pas calculer un QI total. Et ben, l'idée, c'est maintenant d'avancer une autre théorie, de dire, au lieu de se focaliser sur ce qu'on ne peut pas faire, focalisons-nous sur ce qu'on est capable de faire, sur les atouts que nous avons et comment les mettre au service de nos apprentissages et peut-être potentiellement au service des autres. Donc, on peut avoir beaucoup de types d'intelligence, potentiellement peut-être toutes. Pourquoi pas? Rien n'est limité. Ah, c'est ça qui est, c'est ça qui est réjouissant, effectivement. Donc on va passer à un autre point de notre programme sur la remédiation cognitive pour être plus performant, et ça va nous amener justement à peut-être voir de manière un peu plus fine le pourquoi de notre partenariat. Est-ce que, mais vous avez commencé à le dire un petit peu, comme il n'y a pas de limite dans l'intelligence, est-ce que notre capacité à apprendre, finalement, elle peut changer? Alors, est-ce qu'elle peut s'améliorer, diminuer, et quels sont les facteurs qui sont de nature à réguler, voilà, exactement. Eh bien, tout est dans votre question. On peut à la fois. On peut à la fois effectivement avoir un déclin, d'accord, de nos performances intellectuelles. Donc, on va parler plutôt maintenant en termes de mémoire, d'accord, parce que c'est finalement ce qui nous permet de. L'intelligence va reposer en partie sur la mémoire. La mémoire est une fonction cognitive excessivement importante. Dont on devrait prendre beaucoup plus soin. On fait du sport, on pense à nos émotions, mais la mémoire est vraiment le centre de notre cerveau. Donc, ne pas la négliger du tout et continuer à la travailler. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de plusieurs choses. La première, c'est que, est-ce que vous apprenez encore, vous, des numéros de téléphone par cœur? Non. Genre maintenant, cette chose le fait pour moi. Voilà, exactement. Et le jour où elle ne fonctionne plus, et ben là, Est-ce que vous vous repérez facilement dans la ville ou est-ce que vous utilisez une application pour vous repérer quand vous êtes en voiture, par exemple? Alors comme j'ai une mémoire visuelle aérienne, si je photographie une fois le plan de l'endroit où je dois me rendre, je ne regarde plus l'application. Donc, vous avez une intelligence visuospatiale. Ah bah. C'est ça l'intelligence visuospatiale, c'est la capacité à se faire des images mentales. Et ben donc voilà. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui nos cerveaux sont moins performants parce qu'ils travaillent moins, parce qu'on les fait moins travailler, on est devenu fainéants. On a des outils qui nous aident à devenir malheureusement fainéants. Et puis en plus de nos outils qui nous aident, ou parfois nous desservent, on a une surexposition des écrans. Donc ce qui n'aide pas du tout nos neurones à continuer à être performants. D'accord? C'est un bombardement sensoriel et notre cerveau ne sait plus comment en fait continuer à être performant au niveau de l'attention, de la concentration et de la mémorisation. Et donc aujourd'hui on observe un déclin de nos capacités, de nos fonctions cognitives, donc attention, concentration, mémorisation par exemple, très jeunes. D'accord? À partir de 20-25 ans, nos cerveaux commencent
être un peu plus fainéant, tranquillement, jusqu'à se mettre un peu en dépression, en fait. D'accord? Et on a j'ai une mémoire qu'il y a justement autour de ces âges-là, on ne produit plus de neurones. Alors, on peut en produire toute sa vie. Ah, il y a que des bonnes nouvelles. Mais en fait, mais de la même manière qu'on peut en produire, on peut les resolidifier, elles peuvent aussi se mettre, donc c'est ça, les neurones peuvent se mettre en dépression, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, moi qui me mets en espèce de chômage, j'ai plus envie de bosser, et si on me offre un boulot, je veux bien, si on me restimule, je veux bien rebosser, mais en fait, là, si on ne me fait pas bosser, moi, je vois pas pourquoi je vais bosser. Et donc, c'est ça le déclin, c'est que vos neurones se disent qu'ils ont beaucoup besoin de bosser, d'accord? Et donc, ils pourraient refonctionner avec un programme d'entraînement cérébral sur lesquels je vais venir, mais en attendant, vu qu'on ne les a pas surstimulés, on ne les a pas bien stimulés, on n'a pas fait du sport, et ils commencent à décliner. Ceux qui aujourd'hui continuent véritablement toute leur vie à faire travailler leur cerveau, c'est les serveurs quand ils ne notent pas une commande ou les acteurs qui doivent apprendre perpétuellement des textes. Mais sinon, vous et moi, de manière générale, on n'apprend pas tous les jours. Donc, un stagiaire qui vient faire une formation, il n'a pas eu l'habitude d'apprendre en continuité. Donc, c'est très difficile pour lui. Et donc, son cerveau va se retrouver un peu en disant, bon, à l'intérieur des neurones, ils vont dire, bon, il faut qu'on bosse, mais ils ne savent pas comment bosser. Et c'est pour ça que Movie Coaching a développé, repose en tout cas sur un programme d'entraînement cérébral qui permet d'améliorer ses fonctions cognitives, d'attention, de concentration, de mémorisation, mais aussi d'impulsivité, de planification, de multitasking, pour permettre aux gens d'utiliser au mieux leur cerveau et donc de performer. Il y a une petite... voilà, je vais vous montrer oui, alors sur le programme, effectivement, parce que c'est intéressant de voir comment le programme que vous avez développé pour permettre justement de se remettre dans le bain. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et ce petit cerveau qui se muscle là, c'est exactement vraiment ça l'image. Hein, c'est qu'on ne va pas courir un marathon en n'ayant pas couru pendant 10 ans. C'est exactement ça. Voilà. Donc en fait, il faut perpétuellement entraîner son cerveau, mais c'est difficile. Et en revanche, nous, notre programme est un programme d'entraînement cérébral qui est flexible, qui se fait sur ordinateur, en présence, à distance, qui va s'adapter en fonction des capacités de chacun des participants, de 4 ans jusqu'à 99 ans, qui a de quoi faire, et qui va reposer donc sur la mémoire de travail. J'ai appelé la société Movie Coaching parce que le cerveau, c'est un peu comme la jungle. Et on va tous des movies en puissance. Imaginez votre cerveau comme une jungle, d'accord? Les neurones, c'est vraiment des lianes qui s'entremêlent comme ça. Et vous devez avancer dans cette jungle. C'est difficile, d'accord? Quand on apprend, on est obligé d'écarter un peu. Mais plus on va passer sur ce même chemin, sur un même chemin, plus en fait, les lianes, on va les repousser, les feuilles, on va les repousser. Et donc, le chemin va se pratiquer de plus en plus aisément. Et c'est pareil avec nos neurones. Plus on va repasser sur les mêmes chemins neuronaux, plus en fait l'influx nerveux va circuler facilement, aisément et rapidement. Et donc c'est ça aujourd'hui ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et c'est sur cette base qu'on fait de la neuropédagogie, de la neuroéducation. Et donc on reforme, en fait on re-entraîne le cerveau par le fait de refaire de manière automatique des jeux ludiques, donc qui vont en fait reposer sur à la fois l'apport des sciences cognitives et la technologie du jeu vidéo pour proposer un programme qui va à la fois renforcer la mémoire de travail, mais aussi améliorer l'attention et augmenter le contrôle de l'impulsivité. Donc, une fois que vous avez compris que votre mémoire de travail, elle est indispensable, c'est vraiment la capacité à avoir une information et à l'utiliser pour donner une réponse, elle est essentielle dans de nombreuses activités, comme le raisonnement, la compréhension, l'apprentissage. Et donc, c'est indispensable d'en prendre soin. Donc, que ce soit par un traitement rééducatif ou simplement un entraînement cognitif, aujourd'hui, quand on fait ce programme d'entraînement cérébral, on va améliorer en fonction
le fonctionnement attentionnel, mnésique, langagier, exécutif, visuospatial, cognitif, métacognitif, social, et donc la confiance en soi pour aborder super sereinement les formations. Donc effectivement, c'est vrai qu'après nous, dans nos programmes, on redécline je dirais cette philosophie finalement, aussi par des mises en situation régulière pour entraîner jusqu'à ce que les compétences deviennent réflexes, en fait, suivant les situations réglées, on répète, on parle de répétition en pédagogie, c'est pas pour rien, et puis par plusieurs types de canaux. Hein, c'est vrai que justement, on n'a pas tous le même mode de perception, ni d'apprentissage. Donc, ça, c'est vrai que nous, après, on le décline. Et cette complémentarité, une fois qu'on était réentraîné, ou que l'entraînement peut le maintenir, c'est pendant la formation en parallèle, on peut tout à fait continuer à entretenir sa musculature. Exactement. C'est ça, c'est vraiment. D'ailleurs, on appelle ça un programme d'entraînement cérébral, parce qu'en fait, c'est comme un sportif de haut niveau. On l'entraîne jusqu'à pouvoir rentrer chez les sportifs de haut niveau, et donc il continuera après à être performant pour pouvoir continuer à être dans la gamme des champions. Donc c'est ça, on entraîne des gens à devenir des champions cérébraux. Voilà. Alors, on va passer à une autre thématique qui, je pense, va tous vous intéresser, parce que ce cerveau, justement, alors il a des intelligences multiples, il peut être entraîné, il peut être débroussaillé, mais il a parfois des mauvais plis. Oui, bah oui. Parce que tout le monde n'est pas parfait, même le cerveau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, les mauvais plis, c'est effectivement ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ça nous biaise, en fait. Effectivement, il y a notre émotionnel, finalement, qui peut venir un peu nous handicaper. Parce qu'on parle d'intelligence, il faut être ouvert, donc il y a l'intelligence pure et dure qu'on a vu au départ, puis il y a l'intelligence émotionnelle et il y a cette intelligence multiple. Mais l'intelligence émotionnelle, elle a aussi une difficulté, c'est-à-dire qu'elle vient nous biaiser un peu de temps en temps. Alors, j'ai pris une définition exacte du biais cognitif, je me suis dit que c'était intéressant et après on va développer. C'est une façon rapide et intuitive de porter des jugements ou de prendre des décisions sans un raisonnement analytique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une distorsion d'un traitement de l'information. Je trouve que cette information, elle est négative, j'ai pas envie de la prendre, je fais comme si je ne l'avais absolument pas vue, et donc j'ai pris ma décision sans traiter finalement ce que j'avais trouvé de négatif. C'est ça les biais cognitifs. Et donc, aujourd'hui, si on travaille plus sur son cerveau, on est capable de prendre une décision avec une ouverture sur le champ des possibles et donc aussi les informations négatives pour ne pas être biaisé et ne pas rester enfermé dans nos biais cognitifs. Mais c'est important ce que vous dites là, parce que c'est quelque chose qui peut s'inviter de manière de plus en plus récurrente en fait dans nos environnements, parce qu'on nous demande de plus en plus de décider rapidement et de statuer rapidement face à des situations pour lesquelles on n'a pas toujours l'exhaustivité des informations pour décider. Et finalement, le biais cognitif, c'est le refuge de trancher rapidement sans avoir eu. Donc c'est quelque chose qui s'invite. Je ne sais pas ce que vous observez dans votre pratique. Alors, il y en a tellement des biais cognitifs qu'on ne va pas les répertorier tous, évidemment, parce que sinon, alors là, ça durerait vraiment 10 heures de webinaire, mais nous, on s'amuserait. Mais alors, moi, j'aime bien déjà partir du premier, qui est le plus connu, comme ça les gens comprennent aussi de quoi on parle, le fameux biais cognitif, qui est de dire la première impression est toujours la bonne. La première impression est toujours la bonne, ça veut dire qu'en fait,
on s'est focalisé sur la première fois où on a vu une personne et les informations qui viennent après, bah, en fait, on s'en fout complètement. On est focalisé sur notre première impression. Ça, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte potentiellement des informations qui pourraient être négatives ou peut-être même positives pour apprécier différemment une personne. Oui, alors ça, en formation, quand on a un a priori par rapport à un formateur ou un prof, c'est hyper important de prendre du recul et dire, OK, ça, c'est un biais cognitif. Il faut que je m'avoue à moi-même. Donc ça, c'est plutôt une intelligence intra- et interpersonnelle. Donc, je fasse une forme d'introspection pour me dire, ben, je prends en compte des informations que je n'ai pas envie de prendre en compte parce que je suis un peu rigide. Donc, m'ouvrir sur la possibilité d'avoir des victimes finalement par moi-même d'un biais cognitif et donc de s'ouvrir à une autre possibilité vis-à-vis de l'autre. Oui, parce que je vois tout de suite en relation client quel désastre ça pourrait faire de se faire une première impression fausse d'un client qui rentre dans une boutique ou d'un client qu'on a au téléphone ou qu'on voit pour la première fois et de tous les biais que ça peut introduire dans la relation, tout au long de la relation. En coaching, vraiment, on fait ça, on s'axe beaucoup sur ces biais cognitifs, sur ce pouvoir de prise de décision, finalement, qui est relié énormément au cerveau et aux fonctions cognitives. C'est pour ça aujourd'hui je trouvais que c'était intéressant effectivement qu'on en parle, parce qu'il y a un vrai lien entre les fonctions cognitives et la prise de décision. On pense souvent que c'est justement limité à l'émotionnel, donc il y a les deux, il y a l'émotionnel, mais il y a aussi le fonctionnement cognitif tel que l'attention, la mémoire. Alors c'est peut-être le moment. Exactement. Un polyschéma. Voilà. Parce que le cerveau demande quand même quelques petits réglages, parce que on puisse, nous, avec notre écran témoin, à la fois vous apercevoir et voir le schéma. Pas du tout, je le connais par cœur. Ah. Je n'ai pas encore suffisamment, je ne suis pas suffisamment entraînée. Pas de problème. Peut-être qu'on leur laisse 2 secondes pour regarder. Donc effectivement, on voit que la mémoire de travail, qui est cette capacité à retenir une information pendant quelques secondes, d'accord, et pouvoir la réutiliser par la suite, et ben la mémoire de travail, elle chapeaute 4 fonctions. Donc les fonctions exécutives d'abord. Fonctions exécutives, ça peut être potentiellement le raisonnement abstrait, la résolution de problèmes, la flexibilité mentale, la planification, l'émission de certaines informations, d'où la prise de décision derrière. Il y a la mémoire, effectivement, qui joue sur la mémoire de travail les deux sont corrélés, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. L'attention, donc la capacité à rester focalisé sur une information. Après, il y a différents types d'attention, évidemment, qu'on peut travailler et qui se travaillent très bien avec le programme d'entraînement cérébral, justement. Et il y a la perception, la manière dont on perçoit les éléments extérieurs, soit par la visualisation, soit par le verbal. Enfin voilà, c'est la perception qu'on a des informations. Et tout ça donc donne des éléments à la mémoire de travail qui va interagir sur notre pouvoir de décision. Donc il y a à la fois quelque chose de l'ordre de l'émotion, mais à la fois quelque chose de l'ordre des fonctions cognitives, justement. Donc c'est vrai que travailler des fonctions cognitives donne aussi un vrai apport pour avoir une prise de décision sereine et plus avec le fait d'avoir ouvert le champ des possibles sur tout ce qui pouvait être donné comme information à prendre en compte. Est-ce qu'il y a une corrélation, c'est une question qui me vient là, entre le mode de perception et la nature d'intelligence qu'on développe?
Alors, en fonction justement de l'intelligence qu'on développe, c'est parce qu'on perçoit mieux, différemment, qu'on met plus d'enjeux dans une perception différente. Enfin, on va dire par exemple, j'ai une intelligence plutôt, allez, on va aller sur celui qui est le moins apprécié, sur l'intelligence en lien avec la nature, et admettons, je perçois quelque chose qui est en lien avec la nature, donc effectivement, puisque j'ai cette intelligence-là qui est plus développée, la perception à ce moment-là va être plus développée que quelqu'un. D'accord. En fonction du contexte dans lequel on se situe, notre perception va être un atout ou pas particulièrement. Et dans ces cas-là, savoir quels sont nos atouts pour essayer de les mettre en avant dans ce qu'on perçoit. Par exemple, si on est dans la nature et que ce n'est pas du tout notre manière, notre intelligence, on va dire ça comme ça, et bien utiliser quelque chose qui pourrait être en rapport avec notre intelligence. Donc par exemple, le visuospatial, le fait de se repérer, le kinesthésique, ce qu'on appelle le corporel, ou encore le rythmique, les bruits qu'on entend. Donc voilà, donc c'est essayer de mettre au service de nos perceptions, de notre intelligence, finalement, les intelligences, les atouts qu'on a en fonction des intelligences qu'on veut développer. Alors, on a deux questions qui sont, alors, comment optimiser sa mémoire de travail et quelle est la place de l'intuition dans ce schéma? Alors, la mémoire de travail, par les exercices d'entraînement cérébraux qu'on propose, et simplement donc, en refaisant de manière répétitive des mêmes exercices, on débroussaille le chemin, et donc c'est la mémoire de travail qui est elle-même en fait, qui chapeaute toutes les fonctions cognitives qu'on va travailler pendant ce programme d'entraînement cérébral. Et donc, la mémoire de travail, c'est elle qui est à 100% bénéficiaire et la grande gagnante de ce programme d'entraînement cérébral. Donc, c'est vraiment par ce programme d'entraînement cérébral. Et puis, si on ne fait pas le programme et qu'on a envie d'essayer dans la vie de tous les jours d'augmenter notre capacité de mémorisation, et on peut, par exemple, essayer de faire des activités assez répétitives, c'est-à-dire par exemple poser tout le temps les clés au même endroit ou essayer de s'entraîner à apprendre des choses régulièrement, essayer de se dire que on va apprendre des numéros de téléphone qu'on n'a jamais appris, etc. Ou, voilà, on va se challenger un peu sur notre mémoire pour essayer de la faire un peu plus fonctionner. Et surtout, moi je recommande vraiment plus que tout la diminution des écrans et encore plus chez les jeunes, mais vraiment les écrans bousillent un peu trop nos cerveaux. Et la deuxième question, c'était l'intuition. Quelle est la place de l'intuition dans ce schéma? En fait, l'intuition vient à la fois dans la perception, mais aussi dans l'attention. L'intuition, c'est une forme aussi finalement d'intelligence, c'est un atout qu'on peut mettre en avant. Et donc, notre intuition va nous aider à percevoir les choses. D'accord? Et c'est ce qu'on disait aussi dans la prise de décision. Il ne faut pas que notre intuition vienne en revanche prendre trop d'espace, parce que c'est là où on peut être biaisé justement et avoir ce biais cognitif. Donc, l'intuition, c'est bien, mais elle doit être conjointe avec la perception. C'est-à-dire, on peut avoir une intuition, mais elle ne va reposer que sur la perception. Et la perception elle-même, elle est quand même fortement liée à l'attention. Donc, est-ce que je suis attentif à quelque chose? Est-ce que je perçois quelque chose? Et c'est cette intuition qui va être dans ce giron entre l'attention et la perception. Mais attention à ne pas y accorder non plus trop d'importance, ou à l'inverse, à complètement la mettre de côté, ce qui créerait les biais cognitifs. Donc, en fait, quoi qu'il en soit, on a toujours besoin finalement d'un alignement entre plusieurs facteurs pour s'assurer qu'on ne part pas dans la mauvaise direction. Exactement. On va, je vois pas d'autres questions, on va passer à une autre partie de notre programme qui est plutôt sur l'aspect émotionnel, justement, sur cette question de l'intelligence émotionnelle et comment elle s'invite dans l'apprentissage. Et puis, vous allez nous donner plein de petits trucs
sur comment on peut améliorer sa capacité d'apprentissage. Alors, les émotions, si je ne vous stimule pas au niveau émotionnel, ça va être compliqué de vous faire apprendre quelque chose. On a tous en tête soit un prof qu'on a adoré parce qu'en fait, il a été chercher en nous quelque chose qui nous plaisait, il nous a stimulé, soit un prof qu'on a trouvé hyper voilà. Je pense à des profs de physique, de maths qui incarnent une discipline dénuée parfois. Oui, et dénuée d'aspérité humaine. Exactement. Non, mais c'est ça. Donc, et on a besoin de cet humanisme au sein de l'apprentissage, parce que si on n'est pas finalement en train d'écouter aussi les stagiaires, les étudiants, et qu'on s'écoute que soi-même, finalement, on n'apprend pas quelque chose à l'autre. On est simplement en train de se répéter quelque chose. Et ça, c'est le grand piège dans les formations, dans les étudiants, mais aussi dans la relation client, aussi dans la relation avec les RH. L'idée, c'est de créer, de développer, d'avancer potentiellement les émotions de l'autre, mais aussi peut-être les siennes. Il n'y a aucune honte à avancer ses propres émotions. Au contraire, c'est une intelligence émotionnelle qui, aujourd'hui, on le voit bien, est importante et n'est pas une faiblesse, mais au contraire peut être un véritable atout. Et donc, si on veut apprendre, si on veut développer notre capacité d'apprentissage, il faut le faire conjointement avec le développement des émotions. Et pour ça, c'est hyper simple, il faut aller trouver la motivation, le fameux, ce que j'appelle le pourquoi. Pourquoi est-ce que la personne reprend cette formation? Pourquoi est-ce qu'elle suit cette formation? Pourquoi est-ce qu'elle veut changer de métier? Pourquoi? Voilà, c'est un pourquoi. On va juste trouver le pourquoi. Un pourquoi suffisamment fort qui fait que la personne va comprendre pourquoi elle a envie d'aller dans ce sens-là. Alors, vous m'avez donné un exemple très intéressant quand on a préparé ce webinaire sur justement en relation avec qu'est-ce que sera un bon commercial finalement qui a compris cet enjeu émotionnel dans la relation à l'autre et dans ce qui va déclencher un achat. Et si je me souviens bien, si j'ai bien ma mémoire de travail, justement, il y avait précisément aller chercher ce pourquoi. Et j'avais bien aimé cette notion c'est pas tellement le pourquoi il a besoin d'un produit ou d'un service, mais pourquoi il n'en a pas besoin. Et j'aimerais bien que vous me redisiez, oui, vraiment, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est contre-intuitif, là, pour le coup. Bien sûr. Et en revanche, c'est intéressant du point de vue de la relation humaine, encore une fois, et de la manière, justement, aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont de plus en plus avertis, exigeants, et c'est vrai que quand on est dans un processus de vente, quel que soit le niveau, en B2C, B2B, il y a cet ajustement-là qui est, de mon point de vue, clé, en tout cas dans ce qu'on avait échangé toutes les deux. J'aimerais bien qu'on le partage avec nos participants. Alors, je vais vous donner une autre notion qu'on n'avait pas développée ensemble, comme ça va prendre un nouveau truc. Alors, en coaching, on dit de réfléchir, par exemple, à un objectif, d'accord? Et souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est difficile, j'y arriverai pas. Et l'idée, c'est de dire, mais est-ce que c'est impossible ou pas? La plupart des gens disent, non, c'est pas impossible. À part ressusciter un mort, c'est compliqué, évidemment, mais sinon, rien n'est impossible, d'accord? Il n'y a pas de limite. Et donc, à partir du moment où on va chercher l'aspect finalement négatif, c'est-à-dire l'inverse de ce que la personne me dit, est-ce que c'est possible? C'est trop difficile, j'y arriverai pas. Ok, mais est-ce que c'est impossible? Ah non. Et là, c'est assuré. C'est un non assuré. Non, c'est pas impossible. À partir de ce moment-là, la personne sait que c'est possible. Et c'est la même chose, finalement, quand on va pour un commercial. Le commercial, au lieu de toujours chercher finalement, mais est-ce que vous en auriez besoin parce que si, parce que ça, ben non. En fait, pourquoi est-ce que c'est impossible pour vous d'avoir besoin de ça? Non.
Alors, ça veut dire que c'est possible. Et on détricote à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de ne plus chercher ce qui intéresserait, pourquoi la personne en a besoin. Mais est-ce qu'elle n'en aurait vraiment pas besoin pour que derrière, elle puisse réfléchir à oui, c'est vrai. Est-ce que vraiment je n'en ai pas du tout besoin? Plutôt de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà. Donc, en fait, quand on ça s'appelle un peu de la manipulation mentale, mais c'est au service justement aussi potentiellement de ce que la personne pourrait avoir besoin. Parce que parfois, on dit non, non, c'est bon, j'ai pas besoin. Mais réfléchissez bien. Si la personne se dit c'est pas impossible, ça veut dire qu'elle a un bon potentiellement besoin. Donc, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste de lui permettre d'enlever les biais cognitifs qui l'empêcheraient de prendre ce besoin. Très intéressant, vraiment. D'ailleurs, vous avez fait un podcast avec des youtubeurs, des élèves du moment, Carlito et voilà, sur les émotions et les sentiments. Ce sera en lien dans le document qu'on va transmettre aux participants. Sur Spotify. Voilà. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à aller écouter. C'est un moment vraiment plaisant. C'est gentil. La gestion des émotions, effectivement. Alors, mais justement, c'est là où il y a une vraie importance des émotions dans l'intelligence. C'est-à-dire que pardon, il y a pas de souci, n'en faites pas. Je suis allée trop loin parce que je sais pas. Donc oui, les émotions au-delà de l'intelligence. Effectivement, c'est ce fameux pourquoi, ce qui nous motive. Et donc, ça nous emmène, alors je vous ai fait un petit schéma. Alors, je vais aller sur le petit schéma. En fait, c'est ça que je cherchais. Je cherchais un problème. Voilà. Parce qu'on a compris que l'apprentissage se trouve dans la motivation, parce que c'est aujourd'hui ce qui va nous faire ressortir notre pourquoi, nos émotions positives, ou à l'inverse, ça peut être aussi des émotions négatives qu'il va falloir réussir à transformer comme étant le socle de quelque chose de positif. Et on va voir que justement dans les techniques d'apprentissage, si vous regardez ce schéma, je vous laisse juste prendre connaissance du schéma. On retient 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons, et on va augmenter tout de suite si on associe ce qu'on voit et ce qu'on entend en même temps, 50%, 80% de ce que nous disons, et alors là, l'explosion, 90% de ce que l'on dit en même temps qu'on réfléchit, qu'on s'implique dans notre apprentissage. Et c'est assez intéressant parce que comme je suis aussi spécialisée dans les troubles de l'attention, on fait des tests sur attentionnels en fait, et on peut voir qu'il y a des gens qui ont des faiblesses dans, par exemple, le fait de voir et entendre en même temps, le fait de dire, écrire, etc. Et donc, on peut travailler là aussi avec le programme d'entraînement cérébral à améliorer cette capacité cérébrale particulièrement parce que les gens ne se rendent pas compte parfois aussi que c'est là dans leur faiblesse. Donc là aujourd'hui on leur dit on va être plus performant quand on s'implique à la fois dans nos apprentissages et qu'on réfléchit et qu'on dit, etc. Mais il y a des gens pour lesquels ça va être une faiblesse. Donc c'est vrai que le programme d'entraînement cérébral là, va beaucoup les aider aussi. Et du coup d'optimiser leur présence en formation, c'est-à-dire que tout ce qu'ils auraient proposé ce soit bénéfique pour eux. Exactement. Et qu'ils n'utilisent pas que partiellement ce qu'ils leur fait. Exactement. L'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'il y a des capacités cognitives sur lesquelles on peut se reposer. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de tests de QI, de quotient intellectuel, et je les associe énormément avec des tests de personnalité. Parce que je trouve que c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une vision globale de la personne et après on peut pousser un peu plus loin et faire un test sur les fonctions cognitives, justement l'attention, la concentration, et donc de donner à une personne la possibilité aujourd'hui de savoir exactement sur quoi se reposer pour apprendre au mieux et utiliser au mieux son cerveau à bon escient. Et de l'autre côté, il y a le programme d'entraînement cérébral qui permet en fait de pallier les difficultés et de redonner confiance en soi
parce qu'on a développé complètement son potentiel. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment comment nos philosophies se rejoignent dans notre approche pédagogique en formation et c'est le côté humaniste. Ouais, vraiment. Complètement. C'est le petit mot. Alors, comme je vois le timing qui tourne, alors on passe à la boîte à outils. Est-ce que je suis allée trop vite? Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Justement, allez, on va donner trois petits tips, trois petits outils. De toute façon, comme il y aura deux autres webinaires, je redonnerai encore des petits outils pour utiliser au mieux son cerveau dans les capacités d'apprentissage. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il y a la conférence et la lecture qui ont des petits pourcentages de rétention, parce que ce sont des réceptions dites verbales. Il y a l'audiovisuel et la démonstration qui ont des pourcentages un peu plus importants parce que ce sont des réceptions visuelles. En revanche, lorsqu'il y a une participation et une action, qui donc se situe sur les trois derniers, donc l'apprentissage collectif, la discussion de groupe, la mise en pratique, mais aussi le fait d'enseigner, et ben là, on augmente tout de suite ses capacités. Donc, dans les techniques d'apprentissage, j'en donnerai trois. La première, c'est d'expliquer le cours à quelqu'un. Quand on sort de formation, se dire, je peux l'expliquer à quelqu'un qui peut-être a moins bien compris que moi, et ça me permet moi aussi de voir si j'ai bien compris et de me répéter en plus pour que ça soit emmagasiné dans la nuit en mémoire à long terme. La deuxième le deuxième petit outil qu'on peut donner, c'est le fait de, en fait, votre cerveau, rappelez-vous, c'est comme un marathonien, on ne peut pas le faire travailler en permanence, il a besoin de pause. Donc l'idée, c'est de faire 45 minutes de concentration, une pause, et on reprend 45 minutes. Mais les pauses sont nécessaires. Si à chaque fois que vous allez dans la jungle, sur un chemin, vous défrichez à chaque fois que vous êtes, à la fin, vous allez être crevé. Il faut poser la machette, poser le sécateur, s'asseoir 5 minutes et repartir pour avoir un peu de force. C'est pareil pour notre cerveau dans la jungle. Et enfin, le dernier petit outil que je peux vous donner, qui est mon préféré, c'est que pour apprendre, si on est surchargé mentalement, eh ben, on ne peut pas apprendre. Donc, il faut savoir décharger. On parle beaucoup de la charge mentale, la surcharge mentale, mais on parle un peu de la décharge mentale. Et donc, il faut apprendre à décharger mentalement. Potentiellement, vous prenez un agenda dans lequel vous écrivez, donc pas trop de post-it parce que les post-it on les perd et puis ça fait encore plus de charge mentale. Prenez un agenda qui vous sert à écrire tous vos rendez-vous. Je parle vraiment pas dans un agenda électronique, hein, pas de téléphone, mais quelque chose qui revient à la source normale, qui aide au cerveau, c'est d'écrire. On prend un agenda, on écrit ce qu'on a à faire, le jour suivant, les semaines suivantes, etc. Et on le relit tous les soirs avant de dormir pour que notre cerveau se dise c'est bon, c'est écrit, je n'ai pas à y penser toute la nuit et donc je peux dormir sereinement et avoir un sommeil réparateur. Mais c'est ce qu'on abordera dans le prochain. Ça, c'est une clé très, très intéressante. Alors, il reste 2 petites minutes pour les questions. Si je regarde sur notre... y a-t-il de nouvelles questions? Non. Je regardais si... sinon, nous allons conclure. Non, je ne vois pas d'autres questions. Mais évidemment, tout ça peut être abordé de manière beaucoup plus, moins superficielle, évidemment. Après, tout se travaille. Ah oui, le sujet est d'une richesse inouïe et on n'a pas, j'ai cru comprendre qu'on n'avait quand même pas tout exploré. Donc ça laisse de magnifiques chantiers. On a cette chance de travailler sur des métiers, travailler sur l'humain et comment accompagner l'humain à développer ses capacités. Enfin, nous, c'est notre cœur de métier depuis 45 ans. Alors, je vais laisser un peu de temps, en fait, à Morgane pour m'adresser des questions.
Quand seront les prochains webinaires? C'est ce que j'allais aborder. Donc les prochains webinaires sont prévus le 20 juillet. Et là, ce sera avec notre directeur de la filière ressources humaines. Et l'intitulé du webinaire, je vous laisse apprécier. Quand on vient de parler de charge mentale, on m'a volé mon confinement. Moi, DRH, on m'a volé mon confinement. L'idée, c'est comment les RH vont apprendre en marche forcée des mécanismes humains en temps de crise. Donc, c'est là-dessus. Je sais que ce sera un beau duo avec Paola. Et puis, la rentrée, le 22 septembre, apprendre pour entreprendre avec Damien Souriceau qui dirige la filière management. Et là, on va aller chercher les potentialités de création, on va dire. Si Paola, un petit mot de la fin pour, comme je ne vois pas le pied de l'eau. Le partenariat, peut-être c'est vous qui voulez en parler sur le fait qu'on puisse mettre en place la programme. Alors, le partenariat, on travaille actuellement avec Moubli Coaching, c'est vraiment de pouvoir proposer des solutions à nos candidats en formation continue pour justement se préparer ce fameux entraînement, se remettre en jambe pour attaquer le marathon de la formation. Un certain nombre d'entre eux sont en poste, donc la notion de décharge mentale, effectivement, quand on doit passer de l'apprentissage à la situation professionnelle, c'est pas toujours facile d'équilibrer tout ça. Donc si on a des outils et qu'on est optimal dans ces manières de fonctionner, c'est idéal. Donc, en phase préparatoire, on peut avoir le programme de coaching et ou en parallèle parce que en parallèle, voilà, c'est pas exclusif, vraiment en soutien de la formation pour pouvoir justement être au meilleur de ses capacités et vraiment tirer tous les bénéfices de ces apprentissages de manière complètement efficace pour atteindre vos objectifs et de certification, d'employabilité, de développement des compétences, au-delà même des aspects purement techniques métiers. Nous vous remercions pour votre attention. Voilà, merci Paola pour cette brillante intervention. Et puis moi, je suis impatiente de vous retrouver au prochain webinaire. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Très belle fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Il y a plein de sujets, on n'a pas du tout.